Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire Finance Innovation en partenariat avec Santexpat, qui aura pour thème la santé au Royaume-Uni, quelle différence avec la France? Alors pour les quelques personnes qui l'ignorent encore, donc Finance Innovation est un pôle de compétitivité mondiale fondé en 2007. On est le leader français de l'accompagnement des fintech, insurtech et acteurs du système financier. Notre but, c'est globalement d'aider à tisser des liens avec les partenaires nationaux et internationaux et lever des fonds publics et privés pour accélérer la croissance de nos startups. Voilà, donc on est aujourd'hui très heureux de faire ce webinaire avec Santexpat, qui est un membre Finance Innovation. Et je vais donc laisser la parole à Jean-Christophe, CEO de Santexpat, pour vous présenter ce webinaire à venir. Oui, bonjour, Jean-Christophe Pandolfi, j'ai 51 ans et je suis courtier en assurance depuis 27 ans, dont 12 à l'international et 6 en tant que courtier aux États-Unis où nous accompagnons des filiales de PME françaises aux US et notamment sur les sujets de santé pour leurs salariés, mais également pour les individus. Et ensuite, je suis rentré en France pour des raisons de visa, où j'ai travaillé donc à l'international, où là j'accompagnais des grands groupes français et les salariés des grands groupes français sur les sujets de santé. Et fort de cette expérience, et j'ai constaté qu'en fait, euh, la santé à la française, qui est extrêmement bienveillante et qui a un esprit mutualiste pour accompagner les Français donc sur leur sujet de santé, de manière à ce qu'en France, on ne se pose jamais la question de savoir est-ce que je vais être bien soigné et combien ça va me coûter, puisque la sécurité sociale est là et le système de protection sociale prend en charge quasiment 100% des frais. Ce que d'expérience, je n'ai jamais constaté à l'étranger. Et l'idée de Santexpat était de démocratiser un petit peu cette bienveillance, cet esprit mutualiste français, pour que les Français à l'étranger puissent disposer de la même bienveillance et de cet esprit mutualiste où où l'assureur n'est pas vu comme un concurrent, mais comme un partenaire qui vous accompagne sur tous les pépins de santé, et de manière à ce qu'il n'y ait pas de sujet de frais ou de reste à charge, de copayment, de franchise ou de out of pocket. Et donc l'idée était de déployer ce système de santé à l'international pour les Français. Je remercie Finance Innovation, bien sûr, pour l'organisation de ce webinaire, et également Sophie Péchaud, qui est expatriée au UK depuis 10 ans et qui est notre ambassadrice au UK, ainsi que Delphine Secri, qui est médecin au UK. Et, et dernier petit point, j'ai une affinité particulière au UK, puisque ma fille est résidente à Londres depuis 5 ans et est très heureuse et parfaitement prise en charge par le système de santé anglais. Je laisse Sophie et Delphine se présenter avant d'adresser les différents sujets. Bonjour, Delphine Secri, donc je suis médecin généraliste à Londres, ça fait 15 ans que je suis à Londres. J'ai fait toutes mes études en France et je suis venue ici très peu après mon internat. J'ai commencé à travailler dans le NHS pendant 5 ans et ensuite, tout en continuant le NHS, j'ai commencé à développer une pratique privée. Et petit à petit, la patientèle que j'ai eue était essentiellement à la fois francophone, mais aussi continentale, avec des gens de toute l'Europe essentiellement et un petit peu des États-Unis. Une partie de mon travail, c'est justement d'aider ces gens à naviguer dans le système de soins pour leur expliquer ce à quoi ils peuvent s'attendre, ce qui est raisonnable d'attendre ou pas, et aussi de les aider à trouver la meilleure réponse à leurs problèmes de santé. Et en général, on arrive très bien à faire le lien entre le NHS, qui est le système de santé public, entre le privé et aussi à prendre en compte les coûts qui sont impliqués ou non par le système de santé. Bonjour, je suis Sophie Péchaud, ambassadrice pour Santexpat. Expatriée à Londres depuis 10 ans maintenant, avec une carrière à l'international avant, donc beaucoup de voyages, beaucoup d'aventures dans différents pays, parfois très bonnes, parfois un petit peu moins faciles. Et du coup, on se rend compte que lorsqu'on arrive, on a besoin de comprendre beaucoup de choses sur le pays dans lequel on arrive. La culture en est une, la santé est une chose aussi prioritaire. Donc d'ici à Londres, j'essaye
d'expliquer en fait comment ça marche la santé et comment est-ce qu'on peut avoir les meilleurs soins avec les meilleurs prestataires. Merci beaucoup Sophie, Delphine et Jean-Christophe donc, pour ce tour d'horizon et présentation de nos intervenants. On va donc décomposer ce webinaire en 3 grandes thématiques. La première sera, comme vous le voyez, la CFE. Donc Jean-Christophe, peut-être, je te laisse prendre la parole en premier sur ce point. Merci Clément. Donc la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, est le pendant de la sécurité sociale pour les Français qui sont à l'étranger. Donc c'est le système de sécu pour les Français à l'étranger et qui se traduit par et avec la CEAM, donc c'est la carte européenne d'assurance maladie. Donc aujourd'hui, c'est très bien qu'il y ait ces accords au niveau européen et qui permettent aux Français de disposer de la sécurité sociale lorsqu'ils partent à l'étranger. Alors, la CEAM, vraiment, concerne de mon point de vue, hein, des déplacements de courte durée parce que la prise en charge est tout de même minime. Tout d'abord parce que elle est basée sur les frais de santé français, qui ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Et donc, au UK, vous en êtes les témoins. Donc, la carte européenne d'assurance maladie ne prend en charge directement sans avance de frais, donc uniquement les soins dans le public. Si l'établissement public l'accepte, ce qui est souvent le cas au UK, moins le cas dans d'autres pays d'Europe, ou pas forcément le cas dans d'autres pays d'Europe, mais dans tous les cas ne prend pas en charge des dépenses privées. Donc autant en France, la sécurité sociale, il n'y a pas de système public ou privé, puisque en fait tous les médecins sont, qu'ils soient conventionnés ou non conventionnés ou conventionnés secteur 2, les dépenses de santé sont prises en charge. S'il y a des dépassements d'honoraires, les dépassements ne sont pas pris en charge, mais la base est prise en charge, alors qu'au UK, par exemple, la CEAM ne prend en charge que les dépenses dans le public et ne vous donne pas accès au privé. Donc, ne considérez pas, de mon point de vue, hein, il ne faut pas considérer la CEAM ou la CFE comme une garantie suffisante lorsqu'on est expatrié. C'est vraiment en cas d'urgence, en cas de pépin d'urgence, de maladie inopinée ou d'accident, uniquement pour avoir accès au public et avoir une prise en charge dans un hôpital. Et absolument pas pour aller voir un GP ou avoir de la médecine de confort. Auquel cas, on préconise bien sûr des assurances complémentaires, soit en local, soit au niveau international. Je laisse Delphine donner son point de vue. La carte européenne d'assurance maladie, je confirme que c'est une carte qui sert essentiellement. En fait, il y a un échange qui va du NHS au système de santé, à la sécurité sociale française, et l'un couvre l'autre, mais ensuite, ça ne va pas couvrir tous les soins privés et tous les soins de confort, comme vous dites, Jean-Christophe. C'est-à-dire que ça s'applique essentiellement aux accidents. Si jamais quelqu'un se casse le bras, si jamais quelqu'un fait une crise cardiaque, à ce moment-là, s'il va dans un hôpital, dans la NHS, tout sera pris en charge. Mais pour les soins de longue durée et pour les choses un peu plus compliquées, ça vaut quasi rien en fait, parce que les prix sont tellement différents entre le UK et la France que la prise en charge ne sera pas faite. Donc de temps en temps, il y a des petites surprises à ce niveau-là où des gens pensent qu'en ayant une carte européenne d'assurance maladie, ils peuvent être couverts où ils veulent, ce qui est absolument pas le cas. Ils seront couverts simplement dans le NHS. S'ils vont à l'hôpital, ils seront couverts pour les soins urgents. Et s'ils vont voir un GP dans le NHS, il faudra quand même faire une petite manip pour faire en sorte qu'ils soient pris en charge complètement. Mais ils n'auront aucun passe-droit en termes d'accéder à un pédiatre, un gynécologue rapidement, comme ceux qu'on peut faire en France très facilement. Ça reste important de l'avoir quand même parce qu'en cas de pépin, c'est quand même utile. Et sur la population la population française qu'on a au UK, les gens voyagent beaucoup. Donc, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que ce soit pour la famille qui vient rendre visite à sa famille établie au UK ou alors des Français qui vont en France en vacances ou ailleurs en Europe, ça arrive assez rapidement d'avoir un enfant avec une jambe cassée au ski ou d'avoir un grand-père qui fait un malaise quand il rend visite à ses petits-enfants au Royaume-Uni. Donc c'est important de l'avoir, mais ça va pas être suffisant pour une prise en charge globale. Moi, le témoignage, c'est
plus pour lorsque vous êtes en vacances en France, vous avez cette carte et on vous dit pour les services d'urgence, c'est l'interface en fait, le nombre de papiers et le nombre de choses à faire en fait lorsque vous présentez la carte et la manière de gérer en fait du NHS et de la Sécu française. Il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de papiers, beaucoup de choses à faire et du coup, ça ne prend pas encore une fois tout en charge et la manière dont les Français ont l'habitude d'aller voir un pédiatre ou d'aller voir un spécialiste n'est pas du tout pareil. Donc, il faut en avoir bien conscience en fait. Cette carte, c'est vous vous cassez le bras, votre enfant est tombé, c'est la carte d'urgence. Parfait. Parfait. Passons. Merci. Donc, pour l'explication de justement la CFE. On va passer maintenant au deuxième point. Alors, pour tous les intervenants, il y aura une session Q&A qui est prévue à la fin du webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou à les écrire pendant la session Q&A d'ici quelques instants. Voilà. On va donc passer au deuxième point qui est la couverture d'assurance dans le privé. Jean-Christophe, je te laisse la parole. Oui, donc comme on le disait précédemment, la Caisse d'assurance européenne d'assurance maladie ne couvre que la NHS. Et en Angleterre, en fait, donc il y a deux systèmes qui coexistent, contrairement à la France. Il y a le système public NHS qui est pris en charge par 100% et par l'État, donc sans aucun frais. Et il y a le système privé qui est souvent, alors pas toujours, mais souvent préconisé ou utilisé par les expatriés pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a cette habitude française de souhaiter consulter comme on le souhaite et plus particulièrement dans sa langue natale. Donc généralement les médecins francophones sont dans le privé et donc pas pris en charge par NHS. Aussi, NHS, donc, Delphine me corrigera si je me trompe, mais la moyenne de consultation, de durée de consultation dans le NHS est de 10 minutes. Donc c'est une consultation qui est assez superficielle et qui, pour des besoins de masse critique et de rentabilité, fait que les durées de consultation sont un peu plus courtes. Et souvent, pas toujours, mais souvent, et pour certaines pathologies ou certains spécialistes, les dates de rendez-vous peuvent être à très long terme. Contrairement au privé où il y a une accessibilité qui est plus courte et plus rapide. Donc c'est pour ça que on préconise, notamment pour les Français expatriés qui ont depuis leur plus tendre enfance l'habitude d'avoir une accessibilité aux soins de qualité et aussi d'avoir une prise en charge des soins par le système de protection sociale français, d'avoir cette garantie privée pour avoir le libre choix du médecin, l'accessibilité aux soins qui peut être plus rapide dans certains cas, notamment pour des actes spécialistes, et la prise en charge donc qui peut aller jusqu'à 100%, puisque dans le cadre des offres que nous préconisons avec Santexpat, il n'y a pas de copayment, de franchise ou de out of pocket. Donc pour le système NHS, en fait, ce que j'aimerais vraiment dire, c'est que c'est un système qui fonctionne, mais c'est très différent du système français. Et donc, il y a toujours une longue phase d'ajustement pour les expatriés au UK. En fait, le centre du système, c'est le GP dans la NHS, le médecin généraliste. Tout passe par lui. Donc, les personnes s'enregistrent avec un GP qui est sectorisé. Et ils ne sont pas obligés de voir le même docteur à chaque fois dans le cabinet, mais ils sont enregistrés avec un cabinet qui est dans leur quartier. L'accès au GP, c'est relativement simple. On peut prendre des rendez-vous en ligne, on peut prendre des rendez-vous téléphoniques. Et maintenant, on est passé au téléphone, vidéoconsultation. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui fonctionne de façon très, très fluide. On entend souvent que c'est difficile d'avoir un rendez-vous avec son médecin généraliste. Mais en fait, on a une façon de trier les patients qui fait que si on a besoin de voir quelqu'un dans les 24 heures, on voit, on n'a pas besoin d'attendre 2-3 semaines pour voir son tous les cabinets ont une obligation de service. Donc, du coup, si quelqu'un téléphone, la personne, la secrétaire va trier l'appel, va le passer si c'est urgent au docteur directement, et à ce moment-là, cette personne peut être vue dans l'heure ou dans la journée, et on a tous en fait des créneaux pour voir les urgences. Donc en termes d'accès, même si on a l'impression que c'est difficile d'y accéder, pour les trucs urgents, c'est toujours, il y aura toujours une disponibilité. En revanche, pour les choses moins urgentes, et c'est là où en fait c'est un peu difficile pour les expatriés, parce qu'en France, on a tellement l'habitude d'avoir accès facilement aux soins,
Quand c'est moins urgent, à ce moment-là, effectivement, il faut attendre un petit peu. L'autre chose aussi, c'est que la durée de consultation, c'est de 10 minutes par rendez-vous. En fait, l'idée, c'est un problème par rendez-vous ou alors 1 à 2 problèmes maximum par rendez-vous. Donc, on ne peut pas arriver avec une liste de problèmes à régler qu'on n'a pas géré depuis un an. Le docteur va vous couper au bout de 10-15 minutes et va vous demander de mettre les choses en priorité. Mais ça ne veut pas dire que ces problèmes ne seront pas réglés. Ça veut juste dire qu'il faudra reprendre un deuxième rendez-vous pour ensuite gérer la fin de la liste. L'autre point important, c'est aussi l'accès aux spécialistes. Donc, en fait, le GP ici, ça a vraiment de points centrales. C'est lui qui va décider si vous avez besoin d'aller voir un spécialiste ou pas dans le NHS. Et en fait, le travail du GP diffère un petit peu de celui du médecin généraliste français parce qu'en fait, le médecin généraliste ici va faire tout ce qu'il peut pour pouvoir régler un problème jusqu'à ce qu'il n'y arrive plus. Et au moment où il n'y arrive plus, au moment où c'est vraiment hors de ses compétences, à ce moment-là, il envoie au spécialiste. Donc, on parlait plutôt du pédiatre, du gynécologue, tout ce qui est examen de routine, tout ce qui est surveillance, tout ce qui est maladie chronique, c'est le médecin généraliste qui va le prendre en charge. En revanche, un enfant malade qui a des problèmes de croissance, qui a des problèmes de santé compliqués, une femme qui a des problèmes gynécologiques plus compliqués que de faire un frottis ou vérifier les seins, tout ça, ça va aller chez le spécialiste. Quand on est référé chez le spécialiste, ça se passe automatiquement dans le NHS à l'hôpital et on est sous une équipe. On n'a pas un consultant particulier. Donc là aussi, c'est assez différent de la France. On ne peut pas choisir spécifiquement la personne qu'on veut voir à l'hôpital, mais on va avoir une équipe qui s'occupe de nous. Donc il y a un côté un peu plus impersonnel qui de temps en temps peut être difficile à gérer. En termes de délai, c'est un peu similaire à ce qui se passe avec le généraliste, c'est-à-dire que si c'est urgent, vous serez pris en charge très rapidement. Par exemple, s'il y a une suspicion de cancer, s'il y a un problème urgent, il y a des voies d'accès rapides. En revanche, pour les choses pas urgentes, là, vraiment, ça peut attendre. Si jamais il y a un problème, je ne sais pas, par exemple, un problème d'acné, qui est un truc qui arrive relativement fréquemment, ça ne va pas être classé comme urgent. Donc, le rendez-vous avec le dermato, qui sera un dermato parmi l'équipe de l'hôpital, peut prendre 2-3 mois. Vous n'aurez jamais un rendez-vous dans les 2 semaines pour ça. Mais au final, les problèmes sont gérés. Et les docteurs qui travaillent dans les NHS sont bien formés, sont compétents. Donc, le soin sera de qualité, mais c'est juste que pour y accéder, c'est un petit peu plus long, un peu plus compliqué. Et c'est là où l'assurance privée a un intérêt, parce qu'en fait, on peut décider, si on a une assurance privée, d'aller voir un spécialiste de son choix et quand on veut. Donc, du coup, l'accès aux soins est beaucoup plus rapide et on peut choisir la personne avec qui on est à l'aise. Donc, pour les gens qui sont expatriés, soit ils préfèrent parler à des gens qui parlent leur propre langue, soit ils préfèrent aller voir quelqu'un qui leur a été recommandé. Parce qu'en fait, essentiellement, si un ami, un membre de votre famille a dit que tel docteur était bien, qu'il soit français ou anglais, peu importe, tant qu'on a une recommandation, ça met en confiance et à ce moment-là, on veut voir cette personne particulièrement. Pour les grossesses aussi, c'est important, et surtout pour les premières grossesses, d'avoir un obstétricien qui vous suit tout du long, tandis que dans le NHS, vous serez pareil sous une équipe, mais vous ne serez pas avec un spécialiste qui va vous suivre du début à la fin, être là pour l'accouchement, etc. Donc c'est à ce niveau-là que l'assurance privée a un intérêt. Ensuite, en termes d'infrastructure, les choses compliquées sont souvent gérées dans le NHS parce que les hôpitaux privés n'ont pas forcément les moyens de payer les équipements, les assurances pour des choses rares. Et du coup, tout ça, ce sera parfois mieux géré dans le NHS. Donc, il ne faut pas aller dans ce système en disant il faut absolument que j'aille en privé parce qu'en fait, le système du NHS s'occupe de toute la population anglaise qui n'est pas en si mauvaise santé que ça et qui s'en sort plutôt pas mal. Donc c'est important d'être un petit peu ouvert à ce niveau-là. Moi, je rebondis sur ça en fait. Lorsqu'on arrive, il faut s'adapter à un pays, à une langue, à une culture, à des habitudes.
Lorsque vous avez besoin d'un médecin en France, vous pouvez expliquer en fait tous vos mots avec vos mots MOT. Et ici, en fait, les termes sont différents, la manière d'appréhender en fait la santé est différente. Donc, on est déjà un petit peu perdu, d'où le besoin ou l'envie d'aller dans le privé pour pouvoir avoir un patricien qui parle en fait français, très important. Sur la maternité, par exemple, si c'est une première expérience, vous avez beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Quelqu'un qui parle votre langue, en fait, c'est rassurant. Après, la prise en charge en ANHS ici, vous êtes pris en charge. Lorsque ça devient très compliqué, vous êtes extrêmement bien pris en charge. Je dirais c'est juste en fait entre les deux. Si tout se passe bien, vous avez moins d'interactions et vous êtes moins perçu comme, c'est ça, c'est beaucoup plus impersonnel et donc il y a moins de temps passé avec vous. Mais lorsque ça devient vraiment critique, on s'occupe de vous. L'intérêt du privé, c'est de consulter quelqu'un que vous avez choisi, quelqu'un que vous avez en qui voilà, on vous a référé, on vous a expliqué en fait qu'il avait la même manière de penser ou il a le même standard en fait que le type de soins que vous avez reçu en France. Et après, pour compléter, lorsqu'on arrive, il faut aussi comprendre comment ça marche une assurance privée en Angleterre. Et ça, c'est un sujet qui demande beaucoup de renseignements et beaucoup de questions, en fait, parce que c'est pas toujours straightforward, comme on dit. C'est pas inné, en fait. Oui, moi, c'est une question que je pose probablement dans les 5 minutes après le début de la consultation, de savoir quelle est l'assurance, parce qu'à partir du moment où je veux prescrire une prise de sang ou un examen d'imagerie ou référer à un spécialiste, ça change complètement la prise en charge. Avec une grosse différence entre les contrats locaux qui sont souvent donnés par les employeurs ici et les contrats internationaux qui sont beaucoup plus généreux. Merci beaucoup. Bon, je pense que ça a été assez clair sur ce point. En tout cas, c'est vrai que c'est un point assez capital. Donc, pour rappel, hein, on répondra à toutes les questions un peu trop compliquées à répondre dans le chat après le dernier point, et que voici, et qui sera donc l'assurance santé internationale. Du coup, Jean-Christophe, je te laisse prendre la main sur ce dernier point avant les questions-réponses. Ouais, pour faire le lien en fait avec les propos de Sophie sur la langue maternelle, il est vrai que surtout lorsqu'on arrive dans son pays d'expatriation avec cette nouvelle culture, une nouvelle langue qu'on pratique plus ou moins bien, en termes d'expression des symptômes pour le patient, c'est quand même plus simple de s'exprimer dans sa langue maternelle. En termes de compréhension du diagnostic réalisé par le médecin, c'est plus simple s'il est fait dans la langue maternelle. Et c'est souvent le cas de ce qu'on constate, du moins dans les premières années d'expatriation, où l'expat va être plus en recherche d'un médecin francophone pour mieux exprimer ses symptômes et comprendre le diagnostic. Après, bon, pour revenir sur ce que disait Delphine, et merci, c'est vrai que NHS, donc on vous attribue un GP par rapport à votre localisation, alors que en France, c'est vrai qu'on aime bien choisir son GP, celui avec qui on a une affinité, le médecin de famille, etc. Ce qu'on a envie de retrouver en fait dans son pays d'expatriation et ce que le système privé, d'assurance privée permet. Pour ce qui est de la question de santé internationale, et là je rebondis en fait sur le comparatif que réalisait Delphine. C'est vrai que beaucoup d'expats français en Angleterre sont garantis, sont en contrat local et sont garantis par leur employeur. Et d'expérience, nous constatons que une grande partie de ces contrats ne couvre qu'au UK, que les soins au UK. Et en fait, on s'en est d'autant plus rendu compte lors du confinement où beaucoup de Français expatriés au UK sont allés se confiner en France ou ailleurs en Europe et se sont aperçus à ce moment-là qu'ils n'étaient pas garantis en dehors des UK. Donc là, c'est un point de vigilance extrêmement fort que je souhaite souligner et qui est important pour tous les auditeurs et pour tous les Français expatriés de vérifier en premier lieu, de vérifier si lors de vos retours en France, vous êtes bien couvert par votre contrat local. Et si, lorsque vous voyagez, êtes-vous couvert par ce contrat? Et dans la plupart des cas, non. Quand bien même, ce serait un assureur international. On le constate avec AXA PPP, avec Bupa ou avec d'autres assureurs qui sont prestigieux, mais qui ne couvrent qu'au UK parce que c'est une philosophie assez anglo-saxonne et particulièrement anglaise de ne couvrir qu'au UK et de ne pas garantir en dehors.
Donc, d'où l'idée de la santé internationale, d'une assurance santé internationale. Les deux points forts de l'assurance santé internationale pour un Français expatrié par rapport à cette philosophie de mutualité et de médecine de confort, c'est-à-dire avoir accès à la médecine quand on veut, à une médecine de qualité et ne pas avoir de frais à payer. Cette assurance santé internationale, qui est déployée par Santexpat, mais aussi d'autres assureurs internationaux, vous permet d'être couvert à 100% de vos frais, sans franchise, avec le libre choix de votre médecin dans votre langue maternelle ou pas, d'avoir accès à une téléconsultation dans la langue de votre choix, y compris le français, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et aussi d'être couvert lors de vos retours en France, durant vos vacances, ou vos vacances à l'étranger, mais également dans tous les pays d'Europe, sans avoir à vous poser la question, encore une fois, du libre choix, etc. Donc, surtout pour un système UK avec des contrats locaux UK, euh, cette assurance santé internationale est vraiment fortement recommandée pour avoir cet état d'esprit. Et la philosophie des contrats d'assurance anglo-saxon est toujours basée sur une franchise, sur un copayment, une partie reste à charge de votre part. Si vous sortez du réseau, souvent le médecin, l'assureur, pardon, vous recommande, vous préconise un réseau de soins. Et si vous voulez sortir de ce réseau de soins pour aller voir le médecin qu'on vous a recommandé, le médecin qui a été recommandé par quelqu'un qui a plus d'expérience que vous dans la communauté française avant que vous n'arriviez, eh bien, vous risquez d'avoir des franchises ou des copayments. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la philosophie de nos contrats à la française. Au-delà de ça, pour certaines pathologies, dans certains cas, vous souhaitez peut-être, je pense à la maternité, aux affections de longue durée, aux maladies chroniques, pour des raisons de qualité de soins, et encore, je reviens pas sur la qualité des soins de NHS. À titre personnel, ma fille est pour une pathologie très particulière prise en charge à 100% par NHS et de manière extrêmement qualitative. Euh, donc là, je veux pas dénigrer la qualité de NHS, mais c'est pour avoir le choix en fait, le choix de rentrer en France pour accoucher, pour être proche de sa famille, par exemple, pour euh, pour avoir des facilités de soins qui sont différentes ou plus culturellement proches de celles qu'on a connues, ou pour échanger avec le corps médical en langue française. Ça peut être pour, donc pour des maladies chroniques ou des affections de longue durée, comme je l'ai dit, où là, on a peut-être besoin de se ressourcer chez soi, être entouré de sa famille. Et là aussi, comme je le disais précédemment, l'assurance UK anglo-saxonne de votre employeur, dans plus de 80% des cas, ne vous couvrira pas si vous venez vous faire soigner en France, alors qu'une assurance internationale vous couvrira. Je laisse Delphine. Oui, alors, confirme effectivement, les assurances de santé internationales, c'est les seules qui proposent une prise en charge globale. Par exemple, dans les contrats UK, typiquement, le médecin généraliste n'est pas couvert. Donc, par exemple, mes frais ne seraient pas pris en charge. Si je réfère à un spécialiste, et si le spécialiste est agréé par l'assurance en question, à ce moment-là, tout est pris en charge. Mais on se retrouve souvent dans une situation un peu idiote où j'ai besoin, par exemple, d'envoyer un patient faire un IRM et cet IRM ne sera pris en charge que s'il est prescrit par un spécialiste, ce qui veut dire que l'assurance est d'accord pour payer la consultation du spécialiste en plus de l'IRM, alors qu'en fait, on a juste besoin de l'IRM. Dans les plans d'assurance de santé nationale, c'est beaucoup plus fluide. Parce que tout est pris en charge du moment où le médecin généraliste commence le traitement jusqu'à ce que le spécialiste ait bouclé le traitement. Les autres choses qui sont importantes dans la prise en charge internationale et ce que ne font pas nécessairement les assurances locales, c'est les soins de prévention. Tout ce qui est check-up, le suivi des femmes, le suivi des bébés, mais quand ils ne sont pas malades, juste pour faire un point. Tout ça, souvent, ce n'est pas pris en charge par les assurances locales. Ou alors, il y a un petit package en fonction de ce que l'entreprise a négocié qui est alloué à ça, mais ce n'est pas nécessairement suffisant. Les autres choses qui ne sont pas prises en charge, c'est les conditions préexistantes, par exemple. C'est souvent un gros sujet de discorde parce qu'en fait, si jamais vous avez une entorse du genou quand vous avez eu 15 ans, et que vous commencez à avoir mal 20 ans plus tard, si c'est noté dans votre dossier, l'assurance va dire non, c'est une condition préexistante, tout ce qui a à voir avec votre genou, ce ne sera pas pris en charge. Tandis qu'une assurance internationale va être beaucoup plus souple en termes de prise en charge et vous couvrira à la française d'une certaine façon. Et ensuite, c'est vrai que
pour certains soins, c'est important d'avoir la possibilité de le faire dans le pays de son choix, pour la langue, pour comprendre son diagnostic, mais aussi tout simplement, enfin ici on a pas mal de jeunes familles avec des enfants. Si jamais un des parents doit être opéré, par exemple, si un des parents n'est pas bien, ils n'ont aucun support de leur famille pour les aider avec les enfants. Donc souvent, le choix, c'est de se faire opérer en France de façon à pouvoir donner les petits-enfants aux grands-parents, pouvoir récupérer un petit peu et puis après repartir et retravailler. Et donc, pour ce genre de raisons, c'est parfois plus simple d'avoir la flexibilité de choisir dans quel pays on veut être traité. La maternité, c'est une grosse question aussi, parce qu'en fait, ici, les soins de maternité coûtent extrêmement cher en privé. Quand les assurances veulent bien couvrir, c'est souvent une partie infime. Les assurances privées qui couvrent, elles couvrent, mais alors souvent il y a un délai de carence, c'est-à-dire qu'on doit souscrire l'assurance, ne pas tomber enceinte pendant, je ne sais pas, 10 ou 12 mois. 12 mois, quelque chose comme ça. Enfin, certainement plus que 9 mois, on ne peut pas s'inscrire une fois qu'on est enceinte. Et ensuite, ils prennent jusqu'à un certain point. Donc tout ça, c'est des questions importantes et ça dépend vraiment de où on en est, quels sont les problèmes de santé préexistants, où on en est dans sa vie familiale, est-ce qu'on a des opérations planifiées, où est le support familial aussi étendu, les parents, les grands-parents, est-ce que les enfants ou pas. Et en fait, les assurances internationales vont être beaucoup plus faciles à naviguer pour ce genre de choses que les assurances locales. Après, les assurances locales, si on est d'accord pour payer un petit peu de sa poche, c'est souvent, ça fonctionne très bien, mais il faut pouvoir financer un petit peu soi-même et aussi accepter que certaines choses ne seront peut-être pas faites ou alors accepter d'avoir un mix de prise en charge entre le NHS et le privé. Parce qu'ensuite, il y a une différence de coût entre les assurances locales qui sont souvent données par l'entreprise dans laquelle on travaille et qui a négocié un deal, et les assurances internationales qui restent en fait relativement exceptionnelles et qui en termes de coûts sont beaucoup plus importantes. Pour rebondir pour ça, en fait, j'en reviens en fait à l'expérience lorsque vous arrivez en tant qu'expat. On essaye de tout comprendre. Louer l'appartement, comprendre comment ça marche les écoles, le système scolaire, puis après le système de santé. Et lors du contrat, en fait, généralement, soit vous avez un contrat d'expat et souvent une assurance internationale, soit vous avez un contrat local avec cette assurance, en fait, UK locale. Alors, ça demande quand même beaucoup de temps de comprendre comment ça marche, quelles sont les choses qui sont prises en charge donc, dans le parcours il faut être référencé par un GP, puis ensuite avoir le droit d'aller voir un ostéopathe qui est agréé de cette même assurance ou aller voir le dermato de cette même assurance. Donc ça fait partie. Et lorsque vous êtes mère de famille, ça c'est très français, de se dire je vais aller voir la pédiatre pour faire un check-up généralement une fois dans pour voir comment ça grandit, etc. Et ça, rien n'est couvert. Et c'est souvent l'adage de dire oui, mais j'ai une assurance qui est prise en fait dans mon contrat. Mais lorsque vous faites en fait la somme de ce que vous avez dû sortir en plus, enfin, vous payez votre assurance locale plus tous les à côté en fait qui ne sont pas couverts. Et à la fin, si vous faites le décompte de ça par rapport au prix d'une assurance internationale, vous pouvez aller où vous voulez et on comprend en fait ce dont vous avez besoin. Et c'est simple. Parce que vous voulez aller chez le pédiatre, vous pouvez y aller. Vous voulez aller chez le dermato. Et le gynéco, en fait, qui est aussi un truc très français d'aller faire des check-up, alors qu'ici, ce n'est pas la même démarche. Les frottis sont couverts par la NHS, mais pas un rendez-vous, je dirais, annuel chez la gynéco, comme ce qu'on peut avoir l'habitude de faire en France. À la fin, la différence entre vous avez besoin d'un pilier, d'un côté ou de l'autre, il faut vraiment réfléchir, en fait, et voir quel parcours de santé on peut avoir. Pour la compréhension et la facilité en fait d'utilisation. Voilà. Et après, sur les dents et sur l'optique, c'est la même chose. Les Français, on a un certain standard, on a l'habitude d'aller chez l'ophtalmo pour faire checker, d'aller chez le dentiste. Ici, les dentistes, ça, c'est un vrai truc qu'on ne vous dit pas quand vous arrivez, c'est le prix des soins dentaires au UK sont très onéreux. Mais pareil, l'ophtalmo, il n'y a pas du tout la culture d'aller chez l'ophtalmo pour vérifier la vue. Ici, en fait, on va chez l'opticien.
Et c'est l'opticien qui va vérifier la vue des enfants et des adultes, faire le fond d'œil, vérifier la pression dans les yeux. Donc, ça surprend toujours les gens quand on leur dit ça, qu'ils veulent faire leur check-up annuel avec l'ophtalmo. Mais l'ophtalmo, lui, ce qui l'intéresse ici, c'est d'opérer une cataracte et de faire des gestes un peu plus compliqués que de vérifier la vue. Sinon, c'est les opticiens qui sont tous, enfin, la plupart optométristes, certains habilités à voir les enfants ou pas, qui vont gérer le tout venant. Et ils le font très bien, mais il faut juste le savoir. Oui, en fait, il y a des différences culturelles, mais comme on le constate dans tous les pays, hein. Et c'est vrai que chaque fois qu'on est expatrié dans un nouveau pays, on doit s'adapter à la culture. Et les deux grands sujets, les deux premiers sujets qui se posent sont la scolarité, bien sûr, et la santé. Et en termes de santé, tous les systèmes sont disparates et aucun ne correspond. Bon, je pense qu'en France, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir un système qui prend en charge quasiment tout et où encore une fois, on se pose pas de questions alors qu'à l'étranger, on se pose la question. Et pour revenir sur ce que disait Sophie, pour abonder en son sens, euh, c'est vrai que la philosophie de l'assurance, de la protection sociale à la française, cet esprit mutualiste, veut que on se pose pas la question de dire combien ça va me coûter, ou ce mois-ci, j'ai un peu moins d'argent et peut-être que je vais pas aller chez le médecin ou je vais faire l'économie d'un médecin. Et, et en fait, à l'arrivée du premier enfant, euh, en fait, on va chez le médecin, on a envie d'aller voir le pédiatre toutes les semaines parce que dès le premier bobo, dès la première alerte, on ne sait pas et donc c'est super assurant de savoir qu'on peut aller chez le pédiatre de son choix à tout moment sans avoir à se poser la question de la franchise, du coût que ça va coûter, de la qualité des soins, du choix du médecin, etc. Et on s'en rend compte donc d'autant plus avec le pédiatre, le premier enfant, parce qu'on a besoin d'être rassuré. Pour le second, on a un peu plus l'habitude. C'est pas qu'on l'aime moins, mais on a un peu plus l'habitude et c'est beaucoup plus facile. Mais mais je l'ai constaté aux États-Unis où là, pour le coup, je vais commencer à répondre à une question de Félix sur les systèmes de couverture médicale UK par rapport aux US, à la France et au Japon. Euh, Aux USA, il n'y a pas de système, il n'y a pas de sécurité sociale, mais pas du tout. Donc vous avez un numéro de sécurité sociale qui vous sert uniquement à payer vos impôts, mais en aucun cas à prendre en charge vos frais de santé. Donc vos frais de santé sont toujours pris en charge. Il n'y a pas de NHS, il n'y a pas de sécurité sociale. Vous allez chez le médecin, vous payez. Ou alors vous avez une assurance privée. Il n'y a pas de système public. Euh, et la force du système français que nous déployons à l'international et de cette assurance santé internationale vous dispense de ces questions-là. Je me souviens, on avait un peu plus d'une centaine de collaborateurs aux USA et en fait, quand ils sont malades, ils s'arrêtent pas de travailler parce qu'ils sont pas payés. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'arrêt de travail. Donc ils contaminent les autres. Donc on a dû mettre en place dans la société un jour de carence qui était pris en charge par l'employeur parce que sinon la personne continue à travailler et contamine les autres. Et ensuite, ils vont pas se faire soigner parce que ça leur coûte cher. Vous avez un copayment dans le contrat que nous avions à l'époque. Il y avait c'était 35 à 50 dollars de copayment, donc à payer à chaque fois que vous allez chez un médecin parce que le coût de la consultation aux US était dans notre ville de 230 dollars en moyenne. Et c'était une ville de province par rapport à New York ou en Californie où ça peut aller jusqu'à 400 dollars. Et à chaque fois que vous allez chez le médecin, vous payez 35 à 50 dollars de votre poche. Pour certaines personnes, ça peut vous empêcher d'aller voir le médecin. Au même titre, chez Coca-Cola, par exemple, qui est dans la base à Atlanta, où j'avais mon cabinet de courtage, vous avez, lorsque vous arrivez, alors que vous soyez expatrié ou pas, vous avez une formation pour de l'automédication, pour vous éviter d'avoir des dépenses de santé à votre charge, pour savoir comment vous soigner si vous avez un pépin. Donc, je trouve ça très bien du point de vue de Coca-Cola, mais d'un point de vue français, lorsque vous avez été habitué, encore une fois, depuis votre plus tendre enfance et culturellement, à à être accompagné en cas de pépin, vous avez un souci de santé, vous allez voir automatiquement votre médecin. Mais lorsque vous êtes habitué à ça, culturellement, le choc est là, quoi. Et au UK, vous l'avez de la même manière. Même si au UK, vous avez le NHS en cas de gros pépins ou en cas d'urgence qui vous prend en charge, ou même en cas de petit pépin, comme le disait Delphine, mais à ce moment-là, avec moins de choix, moins de flexibilité, si vous voulez faire des analyses, ça devient
tout de suite compliqué. Si vous voulez voir un spécialiste, et la question a été posée tout à l'heure sur le dermato, donc il faut absolument qu'il soit prescrit par le GP, et ensuite tous les actes d'analyse, etc., doivent être, pour être pris en charge, doivent être prescrits par le spécialiste. Donc la complexité du parcours de soins est réelle. Et en plus, on n'est pas accompagné, on n'est pas dans sa langue maternelle, alors qu'avec un assureur privé ou un courtier comme nous, vous êtes accompagné. Avec la possibilité d'avoir de la téléconsultation en français 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et là, je reviens aux parents qui, pour le premier enfant, ça lui évite de sortir, surtout en période de confinement, et de prise de rendez-vous en période de confinement. Le premier petit pépin, vous appelez en visio avec votre téléphone ou votre PC le médecin en téléconsultation, vous avez accès immédiatement. Il peut vous rassurer ou vous conforter dans vos doutes. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre l'action. Mais c'est vrai que quand on est parent, on a un peu plus de responsabilité ou de culpabilité vis-à-vis du nouveau-né, et on ne veut pas prendre de risques. Et donc là, le système de téléconsultation qui est mis en place par la quasi-totalité des assureurs, pas seulement la nôtre, vous rassure et est très important. Et c'est gratuit. Ensuite, le libre choix du médecin et avoir accès aux médecins, y compris les spécialistes, notamment en pédiatrie, ça c'est un confort. Je vais dire c'est un luxe, mais c'est un confort auquel on a été habitué dans notre philosophie à la française. Et c'est ça en fait qu'on essaie de déployer dans le monde pour accompagner les Français expatriés pour conserver cette philosophie de protection sociale mutualiste à la française. Clément, nous avons quelques questions et un quart d'heure pour le Q&A. Exactement. On a pas mal de questions. Donc, tu as répondu à celle de Félix qui demandait les principales différences avec le système US. On avait une question assez concrète de Philippe. Dans le NHS, en dehors du GP et de l'hôpital, quel est le taux de remboursement d'un spécialiste? Il n'y a pas de remboursement, en fait, c'est gratuit. Le NHS, c'est pour tout le monde. Donc vous n'avez jamais rien à payer. À partir du moment où vous payez vos impôts, tout est pris en charge gratuitement. Vous n'allez jamais payer quoi que ce soit. Je crois que ça diffère un petit peu en Angleterre. Il y a un fait à payer. Mais en tout cas, le GP, vous y allez, vous ne payez pas. Si vous référez un spécialiste, vous avez besoin de faire des tests, quels qu'ils soient, vous ne payez pas. Si vous avez besoin d'aller voir un kiné, vous payez jamais, en fait, comme les NHS. Mais après, c'est une prise en charge qui est, comme elle est gratuite pour tout le monde, elle est rationnée. D'accord. Bon, comme ça, c'est clair. Oui. Sur les délais qui peuvent être plus, si c'est très urgent, court, et si c'est moins urgent, beaucoup plus long. C'est pas urgent, c'est vraiment pas urgent. D'accord. Je pense qu'on a une question pour Delphine, de la part de Delphine. Pour consulter un dermatologue, faut-il aller voir son GP si on veut rester dans le circuit NHS? Oui, exactement. En fait, il faut consulter son GP qui va d'abord essayer de diagnostiquer le problème, qui essaiera de traiter le problème en question. Et si jamais il n'y arrive pas, à ce moment-là, il vous enverra voir un dermatologue. Les problèmes de peau, c'est très très courant dans notre pratique quotidienne. Donc au final, en général, on sait à peu près s'en occuper. Et on envoie au dermatologue les choses un peu plus compliquées. Donc typiquement des problèmes d'eczéma, des problèmes de psoriasis, des problèmes d'acné, des grains de beauté un peu bizarres. Tout ça, on peut le faire en tant que GP. Et quand une personne qui a l'habitude d'être prise en charge en France voudrait d'emblée un avis dermato, ça ne passe pas toujours. Mais si jamais il y a quelque chose qui soit ne répond pas au traitement, soit un patient qu'on a vu plusieurs fois et ça ne fonctionne toujours pas, soit quelque chose de suspect avec une suspicion de cancer de la peau, par exemple, là, dans ce cas-là, ce sera pris en charge très rapidement. Et aussi avec le confinement, ça commençait à se mettre en place avant, mais maintenant on a des services de télédermatologie où en fait on a un dermatoscope qu'on peut utiliser et qui peut envoyer des images directement aux dermatologues, qui leur permet, eux, de trier en fonction des images qu'ils reçoivent et d'accélérer ou pas la prise en charge. D'accord. Jean-Christophe? Oui, nous avons d'autres questions dans le chat. Donc, Oui, Dorothée sur les soins dentaires. Donc, comment l'assurance internationale couvre-t-elle les soins dentaires?
Donc il y a des plafonds annuels. En général, dans la plupart des contrats internationaux, il y a des plafonds annuels qui sont de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de pounds par an. Ça va globalement jusqu'à 3500 pounds par an pour des soins et des prothèses. Ensuite, pour les implants, il y a des sous-limitations ou d'autres limitations pour les implants. Dans tous nos plans, il y a une liberté absolue du professionnel. C'est-à-dire on ne vous impose pas un dentiste, il y a toujours une liberté de choix. On a une question de Delphine aussi sur en temps de Covid, comme on n'a pas le droit d'aller chez le GP, on fait comment? Bon là, je laisse peut-être Delphine qui est plus à même que moi pour répondre. On a travaillé non-stop, on n'a pas arrêté de voir des patients pendant le temps de Covid. En fait, que ce soit dans le NHS ou en privé, on parlait depuis longtemps de passer à la téléconsultation, soit par vidéo, soit par téléphone. À partir du moment où le premier confinement a été mis en place, en 48 heures, c'était réglé. Tous les meetings qu'on avait eu les 2 années précédentes sont partis en fumée et on avait les outils, tout s'est mis en place très rapidement. La différence avec ce qui se passait avant, c'est qu'avant, on pouvait prendre rendez-vous avec son docteur et le voir avec son GP et le voir quand on voulait. Maintenant, en fait, on a d'abord un rendez-vous téléphonique. On trie les patients en fonction des recherches. Si on a besoin de les voir, à ce moment-là, on leur demande de venir. Ça dépend, ça dépend vraiment des docteurs que vous avez. Là où je travaille, on a un seuil relativement bas pour voir les patients et on leur dit de venir relativement rapidement. Il y a d'autres cabinets qui ont été beaucoup plus attentifs aux risques et qui vraiment ne voulaient pas voir de gens à moins que ce soit absolument nécessaire. Dans ce cas-là, c'est différent. Mais les GP sont ouverts et ils continuent à voir physiquement les gens. Donc, et c'est surtout un message qu'on a essayé de faire passer parce que au-delà du Covid, on a manqué plein de consultations de gens qui avaient d'autres problèmes absolument pas liés au Covid et qui avaient besoin d'être traités. Donc, au contraire, on encourage les gens à nous contacter, à venir, et même si c'est en période de Covid, parce qu'on ne veut pas non plus que les autres diagnostics soient laissés de côté. On est un peu anxieux par rapport aux gens qui ont des maladies chroniques et qui ne vont pas oser venir nous voir et on va retrouver des diabétiques avec des niveaux de sucre pas possibles. Enfin, on a des femmes qui sont pas venues faire leur frottis parce qu'elles avaient peur de sortir de chez elles. Vraiment, toutes ces choses-là, au contraire, on les encourage et il y a des messages qui sont passés qui étaient ouverts. Donc, allez voir votre GP. Allez voir votre GP. Et même les GP qui étaient très risk adverse, ceux qui ne voulaient pas ouvrir parce qu'ils avaient peur du Covid, en fait, il y avait des enquêtes en fin d'année dernière pour voir quels étaient les soins qu'ils délivraient et vérifier qu'ils donnaient toujours les soins pour lesquels ils étaient contractés, en fait. Je réponds aux questions de Philippe et Félix sur les comparatifs, en fait. Philippe, c'est sur la NHS par rapport à la sécurité sociale française et Félix, la NHS par rapport au système US. En fait, on a 3 systèmes qui sont totalement différents, quoi. En France, vous n'avez pas un système public couvert et un système privé non couvert. En France, vous avez un système, qu'il soit conventionné ou pas, qui est couvert par la sécurité sociale, à 70% certes, mais tout le système de santé est couvert à 70% par la sécurité sociale. Ça, c'est pour la France. En Angleterre, vous l'avez compris, il y a 2 systèmes qui coexistent. Le NHS public qui ne vous coûte rien, donc qui est pris en charge 100% par l'État et qui est de qualité, avec toutes les contraintes qu'on a évoquées en termes de liberté de choix, d'accessibilité aux soins et de confort. Et vous avez un système privé qui n'est pas du tout pris en charge par la NHS et qui donc vous oblige à avoir une assurance privée, soit par votre employeur, soit une assurance internationale, pour permettre de couvrir cette assurance privée. Aux US, il n'y a pas de système de sécurité sociale, sauf dans 2 cas, comme le note Félix, en cas de pauvreté majeure, et aujourd'hui le seuil de pauvreté a été rabaissé aux États-Unis. Donc si vous êtes en état de pauvreté, ou si vous avez plus de 65 ans, à ce moment-là, vous avez Medicare ou Medicaid qui vous prend en charge de manière assez qualitative et sans frais de votre part. Mais si vous n'êtes pas en deçà du seuil de pauvreté, ou si vous n'avez pas plus de 65 ans, aux US, vous n'êtes pas couvert parce qu'il n'y a pas de système de protection sociale santé.
Ok, merci. Oui. Question de Muriel au sujet des médicaments. Quelles sont les différences de prise en charge par le NHS versus les assurances privées ou internationales pour les médicaments? Alors, dans le NHS, c'est relativement simple. Si jamais vous avez, il y a en fait il y a un forfait pour les médicaments qui est de l'ordre de 8 pounds. Chaque prescription va coûter 8 pounds, que le médicament coûte 2 pounds ou 200 pounds réellement, tout le monde va payer 8 pounds. Et ce forfait-là, on peut en être exonéré sous certaines conditions. Les enfants ne payent pas. Les gens qui ont des allocations, s'ils ne travaillent pas, s'ils sont en arrêt maladie ou en longue maladie, tous ces gens-là ne vont pas payer. Donc, c'est tous les gens qui ont des benefits. Mais il y a un forfait de l'ordre de 8 pounds par médicament. En privé, les assurances payent en général les médicaments. Ça dépend des assurances. Mais en fait, on se retrouve souvent pour les gens qui ont des maladies chroniques, par exemple les diabétiques, avec des gens qui ne vont même pas demander à leur assurance privée, mais qui vont aller directement dans le NHS parce qu'en fait, tout sera pris en charge. Et comme c'est des médicaments à prendre sur le long terme qui sont relativement coûteux, c'est beaucoup plus facile en fait de le faire dans le NHS. Donc les longues maladies, ça passe plus par le NHS que par le privé. Et aussi, les gens qui ont des longues maladies sont exonérés du forfait de 8 pounds. Et les gens et les femmes enceintes aussi. Oui, les femmes enceintes jusqu'à 1 an après la grossesse, je crois. Et il y a certaines maladies où on n'a pas besoin de payer. Merci. On avait une question de Mine dans le chat qui disait: est-ce possible de se faire traiter en même temps en privé et avec le NHS? Et dans ce cas-là, comment se passe le transfert des dossiers médicaux dans un sens comme dans l'autre? Alors, c'est possible de se faire traiter dans les deux. Moi, j'encourage toujours les gens à s'inscrire dans le NHS, même s'ils ne s'en servent jamais, mais je leur dis toujours de s'inscrire. Et là, en ce moment, c'est vital parce que c'est seulement par le NHS qu'on peut avoir le vaccin contre le Covid. Donc vraiment, ça reste très important. En termes de transfert du dossier médical, ce qui se passe, c'est que si on voit un spécialiste dans le privé, il va envoyer un courrier au GP du NHS qui va garder tout le dossier. Et le GP du NHS, quand il va référer un patient à un spécialiste, va faire un courrier même avec l'historique du patient. Donc c'est comme ça que ça se transfère. Dans le NHS, il y a un dossier commun. On a tous accès au dossier du patient et on partage les données avec l'hôpital avec lequel on travaille. Donc souvent, il y a 2-3 hôpitaux dans le quartier où on travaille avec qui on partage les données. Dans le privé, en revanche, ça se fait à l'ancienne avec une lettre qui est envoyée soit par mail, soit par la poste. D'accord, merci pour cette précision. Une question d'Amandine peut-être qui disait: est-il obligatoire de s'enregistrer chez un GP proche de son domicile ou peut-on aller chez celui que l'on veut dans un autre borough? On peut pas aller on doit s'enregistrer près de chez soi. Après, il y a 2 autres possibilités. Il y a des GP qui sont plus si jamais on s'inscrit pas dans son bureau et ils disent qu'on peut s'inscrire chez eux si jamais on accepte de ne pas avoir de visite à domicile et que les services de la communauté ne seront pas disponibles dans un autre bureau. Par exemple, il y a un service d'infirmière à domicile. Si jamais vous vous inscrivez, vous habitez dans un quartier et que vous êtes inscrit ailleurs, vous ne pourrez pas, si vous faites opérer, avoir une infirmière à domicile qui viendra vous faire vos pansements de l'autre quartier où vous êtes enregistré. Et donc, en vous inscrivant ailleurs que près de chez vous, vous renoncez à ces services-là. Il y a un autre truc aussi qui s'appelle Babylone, qui en fait, c'est s'enregistrer avec une practice virtuelle où on a des consultations par vidéo avec un GP. D'accord. Oui. De proximité, en fait, vous avez besoin, vous allez chez votre GP, en fait, il est dans votre quartier, c'est le référent. D'où la proximité, en fait. Il y a vraiment une médecine d'une communauté, enfin ce qu'on appelle community and the hospital. Donc en fait, dans la communauté, vous avez le GP, le dentiste, vous avez les nurses, les kinés, les services pour les enfants aussi, les health visitors qui sont les équivalents des, comment ça s'appelle, des puéricultrices. Des PMI aussi. Exactement. Les services de vaccination, tout ça fonctionne dans votre quartier. Donc du coup, c'est
c'est pas seulement pour le GP que vous enregistrez, mais c'est aussi pour toutes les choses qui sont impliquées autour. Tous les services en fait liés à la pratique du GP. D'accord, merci. Delphine, bon, vous faites apparemment forte impression dans le chat parce qu'on a plusieurs questions qui reviennent, donc pour avoir le nom de votre practice et savoir si on peut s'enregistrer auprès de vous en tant que GP. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez répondre à ça, si oui, si non, mais... Merci. Dans le privé, je travaille au St. John et St. Elizabeth Hospital, qui est à St. John's Wood, dans le nord-ouest de Londres. Et dans le NHS, je travaille à Regent's Park Practice, qui est juste à côté de Regent's Park, donc pas très loin de King's Cross, Houston. Mais dans ce cas-là, il faut habiter dans le quartier pour pouvoir s'enregistrer là-bas. Voilà, bon, vous savez quoi faire, déménager dans ce quartier-là, en tout cas. Certaines y sont. Donc, on a une question connexe de Félix sur les EHPAD. Donc, en fait, pour être bref, hein, parce que ça touche pas la santé directement, mais plus les hébergements pour les personnes qui sont pas totalement autonomes. Donc, sachez que les EHPAD en France sont payants, sont privés, publics pour certains, mais payants dans tous les cas. Le département, donc les départements, chaque département, Île-de-France, enfin c'est une région, mais Paris, Lyon, etc., peut prendre en charge 100% des frais d'EHPAD et ensuite se retourner contre vos héritiers pour essayer de récupérer les sommes versées. Donc il y a une étude qui est faite. Si les personnes sont insolvables, il n'y a pas de recours. Par contre, si les personnes sont solvables, le département peut les mettre dans l'obligation de rembourser le département des sommes qui ont été avancées pour l'hébergement de vos parents ou grands-parents. Il y a une question, Jean-Christophe, sur les avancées de la e-santé au UK en France. Alors, la e-santé, de mon point de vue, c'est... on la voit pas encore, quoi. La e-santé, ça voudrait dire que la e-santé, hein, c'est vraiment la centralisation de toutes les informations médicales du patient. Donc aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel qui est extrêmement tabou en termes de protection des données médicales et d'accessibilité aux données médicales confidentielles. Donc aujourd'hui, on en parle beaucoup et en réalité, c'est pas encore mis en place. Tous les assureurs et la sécurité sociale travaillent sur le sujet pour trouver des systèmes de centralisation des données avec une accessibilité pour les médecins. En France, de mon point de vue, on avance beaucoup là-dessus, mais pour des raisons idéologiques, on risque de pas y avoir accès tout de suite. Ici, il y a de grosses disparités en fait par rapport à ça. Donc, on a accès à plein d'outils. Les dossiers sont centralisés. Donc, tous les dossiers du NHS, des GP, sont sur un truc qui s'appelle NHS File. Et en fait, le patient peut avoir une interface. Il a une app où il peut avoir accès à son GP, il a accès à ses données à l'hôpital et à la fois avec son GP NHS. Mais il y a des disparités entre les différents quartiers. Par exemple, le sud de Londres ne fonctionne pas sur le même système que le nord de Londres. Et il y a les mêmes questions de protection des données aussi qui se posent pour les patients, pour les mêmes raisons en fait qu'elles peuvent se poser en France se posent en Angleterre. La vraie avancée en fait pour moi, c'est les téléconsultations en fait qui n'étaient pas forcément autant à l'ordre du jour en fait et qui se sont beaucoup développées. Et du coup les médecins, les GP NHS et les médecins privés, et ça c'est pour moi une belle évolution, une vraie avancée. Oui, et puis en termes d'accessibilité, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, dans le NHS, si on a l'app, on peut commander ses médicaments en ligne, on reçoit son ordonnance directement à la pharmacie dans les 48 heures. Enfin, c'est assez facile à faire. On avait d'autres questions? Je crois qu'on arrivait à peu près au bout et en plus dans un timing parfait puisque nous arrivons à la fin de ce webinaire d'1 heure. Alors peut-être s'il y a une dernière question, n'hésitez pas. Sinon, s'il y avait une chose à retenir de ce webinaire sur les principales différences avec le système français et surtout de ce que devrait faire un Français expatrié au UK en termes de santé, ce serait quoi finalement la chose à retenir? Inscrire dans le NHS. Voilà,
Je pense que c'était clair tout au long, mais comme ça, c'est concret. Voilà, inscrivez-vous à NHS, hein. Je pense que Delphine l'a bien expliqué tout au long de ce webinaire. Oui, une information importante hein, par rapport au Brexit, pour les personnes qui étaient présentes au UK avant le 31 décembre. Donc l'inscription au NHS doit se faire jusqu'au 30 juin 2021. Voilà, donc ne perdez pas de temps. Voilà. Alors je pense aux gens qui sont pas fiscalisés, en Angleterre et qui n'ont pas un droit automatique à la NHS. Donc je pense essentiellement aux étudiants ou aux ex-étudiants qui entrent dans la vie active et qui sont à cheval entre la fin de leurs études. C'est le cas de ma fille, hein, c'est pour ça que je vous le précise. Donc il a fallu faire les démarches pour qu'elle conserve la NHS avant le 30 juin 2021. Non, mais aussi identifier les besoins de santé qu'on a tout simplement, essayer de voir où on en est dans sa vie, ce dont on va avoir besoin, et ça permettra de faire un choix en termes d'assurance complémentaire. Et de se renseigner en fait lorsque vous partez, renseignez-vous, posez des questions, rapprochez-vous des Français en fait qui ont vécu cette expérience-là, qui ont souvent des bonnes adresses ou qui ont déjà passé ces étapes et du coup qui vous expliqueront comment ça marche. Parfait. Ouais. Jean-Christophe? Merci beaucoup Clément, merci pour ce temps. Merci à tous les auditeurs pour votre écoute, vos questions très pertinentes. Et merci beaucoup Delphine et Sophie pour avoir accompagné ce webinaire et mis en place ce webinaire qui était, je pense, très intéressant sur les thèmes et sur les questions. Merci. Un grand merci à Sophie, Delphine et du coup Jean-Christophe. Effectivement, on avait beaucoup de personnes et beaucoup de questions sur une session Q&A qui était particulièrement intéressante. Pour toutes les personnes, sachez que le replay de l'événement sera intégralement disponible sur la chaîne YouTube de Finance Innovation. Donc je mets le lien dans le chat et pour les gens qui voient ça en replay, eh bien du coup, c'est que vous l'avez déjà trouvé, félicitations. Pour connaître l'actualité événementielle de Finance Innovation, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, LinkedIn ou à consulter notre site internet. Et pour en savoir plus sur Santé Expat, eh ben, je vous invite à aller sur leur site internet ou comme vous le voyez sur la slide, si vous avez une question, allez contacter à l'adresse contact@santéexpat.fr. Voilà, un grand merci encore à Jean-Christophe, Sophie et Delphine qui se sont rendus disponibles pour ce webinaire. Et à très vite, j'espère, et puis peut-être en physique, qui sait. Merci beaucoup Clément, merci Sophie, merci encore Très Delphine. bonne journée à tous. Très bonne journée, au revoir.